Ceci est un livre audio autogénéré par Google. TIRS. Collection du CTEL. Centre transdisciplinaire d'épistémologie de la littérature et des arts vivants. De l'Université Nice Sophia Antipolis. Qu'est-ce qu'un TIRS? Nous explique Baudelaire, ce n'est qu'un bâton, un pur bâton, perche à houblon, tuteur de vigne, sec, dur et droit. Autour de ce bâton, dans des méandres capricieux, se jouent et folâtrent des tiges et des fleurs, celles-ci sinueuses et fuyardes, celles-là penchées comme des cloches ou des coupes renversées. Et une gloire étonnante jaillit de cette complexité de lignes et de couleurs, tendres ou éclatantes. Ne dirait-on pas que la ligne courbe et la spirale font leur cours à la ligne droite, et dansant autour dans une muette adoration? Numéro paru. 1. Domenech Jacques, Dire, l'œuvre de Madame d'Épinay, écrivain philosophe des Lumières, août 2010. 2. Bonhomme Béatrice, Gannier Odile Dire, La robe des choses, juillet 2012. 3. Bonhomme Béatrice dit Benedetto Christine, Trifot Jean-Pierre Dire, Babel revisité volume 1. L'intervalle d'une langue à l'autre, du texte à la scène, novembre 2012. 4. Pays accent circonflexe RVU Maria Christina, Bonhomme Béatrice Baron Doumitra Dire, Traversée poétique des littératures et des langues, juillet 2013. 5. ZENDER Marie-Noël Dire, Le dandysme et ses représentations, février 2014. 6. Assaël Jacqueline Dire, Euripide et l'imagination aérienne, mars 2015. 7. Bonhomme Béatrice, Delray Ghislaine, dit Benedetto Christine, IOSS Philomena, Trifot Jean-Pierre Dire, Babel aimé volume 2. La choralité d'une performance à l'autre, du théâtre au carnaval, avril 2015. Remerciements. Le comité d'organisation du colloque souhaite remercier les partenaires institutionnels qui ont contribué par leur aide financière et logistique à cette manifestation et à sa publication, notamment l'Université Nice Sophia Antipolis, l'UFR Lettres, Arts et Sciences Humaines, le laboratoire CETEL, et la bibliothèque de l'Insection Lettres qui a organisé à cette occasion une exposition de correspondances d'écrivains appartenant à ces fonds. Notre gratitude va aussi à Daniel Pastor sans qui ce présent ouvrage n'aurait pas pu voir le jour. Avant-propos. La correspondance littéraire, un seuil. Cette publication n'aurait jamais vu le jour sans les deux ouvrages qui en ont été les éléments déclencheurs. Naissance de l'écrivain et l'épistolaire ou la pensée nomade. Dans le premier en effet, est décrite l'émergence de la profession littéraire à l'âge classique, dans l'autre le rôle joué par la correspondance dans l'entrée en littérature de certains auteurs. Les lettres d'écrivains, du moment qu'elles ont pour sujet l'activité littéraire de leurs auteurs, font partie, à l'instar des préfaces, postfaces, réponses publiques, du paratexte dont Genette dit qu'il accompagne le texte, pour le présenter, au sens habituel de ce verbe, mais aussi en son sens le plus fort, pour le rendre présent, et qu'il répartit ensuite en fonction de sa proximité spatiale entre le péritexte qui partage le même lieu que le texte et l'épitexte situé à l'extérieur. Indépendantes du texte dont il leur arrive de parler, les lettres font partie de l'épitexte. Elles n'intègrent le péritexte que comme citation dans les notes des éditions savantes. Pour autant, elles constituent un seuil particulièrement riche et motivant pour le lecteur parce qu'elles donnent accès non seulement à l'œuvre mais à l'auteur, et qu'elles relèvent de l'épitexte privé. Genette rappelle que la tendance des écrivains à parler de leur production à leurs destinataires s'est accentuée au XIXe siècle. Il souligne le tournant que représente la publication posthume de la correspondance de Balzac, en 1876, parce qu'elle révèle l'intérêt que le public porte désormais aux coulisses de la création littéraire et institutionnalise en quelque sorte la fonction de la correspondance comme adjuvant de la lecture critique. Deux traits spécifient à ses yeux la correspondance littéraire parmi les genres paratextuels. Elle accompagne toutes les étapes de la fabrique du texte, et donne accès non seulement aux textes publiés mais aussi aux textes avortés ou aux simples idées. Mais le point sur lequel il insiste le plus est celui de son énonciation. Elle relève de l'épitexte privé, et ce même si elle est dès l'origine conçue pour être ensuite publiée, grâce à la présence interposée entre l'auteur et l'éventuel public d'un destinataire premier, qui n'est pas perçu comme un simple médiateur ou relais fonctionnellement transparent, une non-personne médiatique,
mais bien comme un destinataire à part entière, à qui l'auteur s'adresse pour lui-même. C'est cette épaisseur et cette présence du destinateur et du destinataire qui incitent le lecteur à se projeter dans la situation, et rend la lettre si proche du roman. Il assiste à un échange dans lequel il n'est pas impliqué, et qui lui permet de disposer sur les problématiques littéraires abordées, d'un point de vue polyphonique et dynamique, qui vient heureusement contrebalancer celui, monologal et assertif, de la critique. En faisant remonter des œuvres finies aux échanges qui leur ont donné naissance, la lecture des correspondances d'auteurs livre de la littérature une image à la fois plus professionnelle et plus intime, mais aussi parfois plus impitoyable, que celle à laquelle le public est accoutumé. Elle désacralise le mythe de l'écrivain solitaire, en révélant les tractations, souvent triviales, qui sous-tendent l'activité artistique. Et en montrant que les auteurs sont accessibles autrement que par la seule lecture des œuvres, elle a donné et donne encore aux débutants le courage de s'ouvrir de leurs projets à leurs aînés, intégrant de facto la communauté littéraire. Généricité et généticité. Les critiques ont toujours fait appel à la correspondance des auteurs pour éclairer le processus de création. En 2006 à 2007, l'Association interdisciplinaire de recherche sur l'épistolaire, R, et l'Institut des textes et manuscrits modernes, ITEM, ont organisé à Paris 3 un séminaire coordonné par Françoise Leriche et Alain Pagès intitulé Genèse et correspondance. Ce séminaire a contribué à faire passer la correspondance d'auteur du statut de preuve dans la justification du discours critique à celui d'adjuvant ou d'opposant du projet créatif, descriptible par la génétique textuelle dès lors qu'elle est rapprochée des autres pièces de la fabrique littéraire telles que avant-projet, fiche, brouillon, épreuve, état du texte. Le colloque dont le présent ouvrage présente les contributions, revues et actualisées par leurs auteurs, a eu pour objectif de développer, à côté de la problématique de la généticité explorée par la critique génétique, celle de la généricité. Les intervenants ont été invités à se focaliser sur ce qui, dans les échanges épistolaires, concerne non pas les étapes de la création, mais l'interprétation des choix d'écriture en termes d'horizon d'attente des lecteurs et de positionnement littéraire des auteurs. L'accent a été mis davantage sur les représentations et les jugements sur l'œuvre avant, pendant et après sa création, que sur l'historique de la création. Sans négliger la comparaison avec les avant-textes, la mise en réseau s'est faite plutôt avec les péritextes et les métatextes, essais critiques, art poétique, préface. La correspondance offre l'avantage de pouvoir observer l'application des catégories génériques au cas par cas, et au coup par coup dans l'activité quotidienne. Les pseudo-concepts, tirés de la simple généralisation de l'expérience, les stéréotypes et les valeurs s'y expriment plus librement et s'y associent plus ingénument aux concepts brevetés. Et surtout, on peut y voir concrètement si et comment les représentations du genre influent sur les décisions d'écriture. La lettre d'écrivain étant un genre à la fois autobiographique et métatextuel, au moins par statut, les problématiques génériques qui en découlent reposent sur la combinaison du genre épistolaire, du discours autobiographique et du discours critique auctorial avec les genres des œuvres concernées par l'échange épistolaire ou des œuvres incluses dans l'échange. De ce fait, elle se prête à la verbalisation de la construction du genre, quand on y débat des genres et des registres convoqués par une œuvre, du renouvellement ou de l'appropriation du genre par l'œuvre, du point de vue des auteurs en tant que praticiens de l'écriture, et pas uniquement de celui des critiques, que peuvent être aussi les auteurs, avec des références précises à des textes écrits ou en cours d'écriture. L'actualisation, et éventuellement la déconstruction, des stéréotypes génériques, en particulier des corrélations établies par l'idéologie entre certains genres et certaines catégories de scripteurs, littérature féminine, régionaliste. La différenciation des genres, situation fréquente lorsque les correspondants pratiquent des genres différents ou pratiquent chacun plusieurs genres. Cette problématique peut s'élargir au rapport entre genres littéraires et non littéraires, spécialement lorsqu'on aborde les genres frontières comme le roman historique, la docu-fiction, la nouvelle. La réflexion sur le genre épistolaire, lorsque les auteurs se mettent à théoriser leur pratique épistolaire tout en parlant de leurs œuvres, par contagion pourrait-on dire. Ce cas de figure est fréquent lorsqu'un des correspondants a entrain une œuvre qui convoque le genre épistolaire, mais pas nécessairement. La confusion de la biographie et du travail littéraire, cas où l'œuvre fait retour sur la correspondance et où, par métalepse,
L'œuvre, d'ordinaire objet principal de la correspondance, est mise au service d'objectifs privés par exemple. Flaubert citant une description de l'éducation sentimentale pour prouver à Louise Collet qu'elle était bien son type de femme, ou Louise Collet lui promettant d'améliorer une pièce de vers s'il l'aime encore. L'intergénéricité. L'épistolaire fait partie des genres qui, visant à influencer les actes du destinataire, peuvent emprunter leur scénographie à d'autres genres pour surprendre, séduire, convaincre l'interlocuteur. Marquant une pause dans le travail de l'œuvre en cours, la correspondance d'écrivains est souvent le lieu de performances littéraires qu'on pourrait qualifier d'interludes. Ces scénographies sont souvent empruntées à des genres courts, blagues, devinettes, scénettes, faits divers. En retour, le moule épistolaire peut habiller d'autres genres. Il laisse alors filtrer des postures de discours professionnels analogues sur bien des points, à celles révélées par les correspondances authentiques. Correspondance d'écrivains et controverses professionnelles. Selon l'hypothèse développée dans l'axe du CETEL, identité générique, l'identité d'un genre littéraire se construit à travers les interactions entre producteurs et récepteurs en réaction aux œuvres et en fonction des horizons culturels. Cette conception bakhtinienne du genre est proche de l'approche vygotskienne des apprentissages qui met l'accent sur le rôle formateur de l'interaction verbale. Pour Vygotsky, langage et discours sont impliqués dans la production et pas seulement l'expression de la pensée. La construction par les sujets des catégories qui les caractérisent, eux et leurs actions, repose sur leur capacité à différencier langage pour soi et langage pour autrui. La conception dialogique du genre a été reprise par la psychologie du travail. Le genre s'y définit comme l'ensemble des règles, implicites et évolutives, inventées par un groupe professionnel pour gérer les distorsions entre la tâche prescrite et les modalités de son accomplissement. Ainsi repositionné dans la sphère des échanges sociaux, le concept de genre s'applique sans difficulté au travail littéraire, tel par exemple qu'il apparaît à travers les confidences factuelles des acteurs, journaux intimes, correspondances d'auteurs, éditeurs, critiques, lecteurs. Dans la correspondance, la fonction différenciatrice et organisatrice du genre se spécifie en deux aspects. Le rapport de l'écrivain au groupe, le rapport de l'écrivain à son projet. D'un côté, le genre permet de se situer dans le champ de production et de se faire repérer, c'est une des composantes de l'identité professionnelle. Il a une dimension sociale. De l'autre, il fournit des repères à l'activité créatrice et lui permet de prendre conscience d'elle-même. Il a une dimension personnelle, et c'est en cela qu'il est inséparable de la notion de style. Lieu privilégié de la confrontation des expériences littéraires, la correspondance d'auteurs offre de nombreuses occasions d'observer comment les acteurs de la production littéraire se décentrent à travers l'échange entre pairs, élaborent les représentations du milieu littéraire qui conditionnent leur rapport à la sphère de production, se positionnent dans cette sphère en participant à la construction de leur image personnelle et professionnelle. La correspondance est un champ d'observation et d'étude des genres, si l'on envisage le genre non seulement comme une façon de classer et de décrire les œuvres, mais aussi en lui rendant le sens que lui a donné la psychologie du travail après l'avoir emprunté à Bakhtin. Ensemble des règles d'action que se donne un groupe de travailleurs pour gérer les incidents qui émaillent la réalisation de ces tâches. C'est le lieu par excellence où se manifeste la solidarité et le besoin d'échange des travailleurs littéraires, réputés pourtant solitaires. La fonction différenciatrice et organisatrice du genre y apparaît sous deux aspects. Le rapport de l'écrivain au groupe, le rapport de l'écrivain à son projet. Elle favorise rivalité, émulation et rapprochement. Tout discours est une construction collective. À l'instar de la conversation, dont la correspondance est l'équivalent dans la communication écrite, l'échange épistolaire est amical ou polémique, mais a priori collaboratif. Il finit toujours par apporter sa pierre à la représentation du système général de la littérature. Les grands genres correspondent à des sous-groupes professionnels reconnus avec leurs habitus et leurs codes. Les petits genres qui ne suffisent pas à faire vivre leurs adeptes sont là pour rappeler que les individus ne sont pas confinés dans un type de pratique, ni dans un groupe. Ils voyagent des uns ne laissent aux autres. Le paradigme qui convient le mieux pour les décrire est celui de l'homme pluriel. Les parallèles que les épistoliers établissent entre leurs expériences respectives les aident à prendre conscience de leur mode de fonctionnement, à gérer le stress inhérent à l'activité littéraire, à rationaliser leur activité d'un ouvrage à l'autre. Vu de l'intérieur du projet d'écriture,
Le genre est un horizon de travail, il a une dimension psychologique. Il se situe alternativement du côté des prescriptions que s'adresse l'auteur mais qui relaient l'attente du public, et du côté de la réalisation, dont le décalage avec la prescription motive l'évaluation de l'œuvre en cours. Dans le cadre de la production, l'auteur mobilise nécessairement une pluralité de genres, avec une classification plus souple et moins conceptualisée que celle qui accourt chez les critiques, les lecteurs ou que lui-même utilise quand il est lecteur, puisque le processus de création recourt aux catégorisations génériques non pour classer des objets littéraires finis mais pour les produire. La correspondance facilite l'apparition du dialogue intérieur qui permet de négocier les positionnements génériques successifs, qui jalonnent le processus de création. En exposant le problème à l'autre, on se l'explique à soi. La correspondance est donc également un lieu de formation, où se transmettent et s'acquièrent les compétences professionnelles. Mise en perspective. Les diverses contributions sont liées entre elles par des thèmes récurrents. L'entrecroisement du biographique et de la professionnalité littéraire, l'entrée dans les genres, leur typologie, leur hiérarchie implicite, leur association à des personnalités littéraires emblématiques, le poids des genres dans la discussion des projets d'écriture et les débats de la critique littéraire, la relation de transtextualité qui unit la lettre aux autres genres. Tous les genres socialement reconnus sont susceptibles d'être habillés et renouvelés par la lettre, forte de son double contrat énonciatif, privé mais toujours potentiellement public, de la plasticité de sa forme, et d'une scénographie qui dote les propos les plus divers d'une familiarité unificatrice. Le dialogisme de l'énonciation épistolaire a aussi été fréquemment étudié, qui peut déboucher sur l'écriture à quatre mains comme sur de durs affrontements, dès lors que l'intérêt personnel l'emporte sur l'écoute lucide et bienveillante. Nous avons cependant préféré adopter une perspective diachronique, qui accuse avec plus de précision les creux et ses pics de l'évolution du genre correspondance d'auteur. Il y a bien un avant et un après le XIXe siècle, cette période faste qui correspond à la structuration du champ littéraire en deux sphères interdépendantes. Avant-garde et production de masse, l'une assurant la reconnaissance symbolique, l'autre la reconnaissance financière. Cette structuration décrite par Bourdieu a perduré jusqu'à la fin du XXe siècle, lui aussi très représentée dans les contributions. Elle a traversé les deux guerres mondiales, la décolonisation et la mondialisation, jusqu'à ce que la démocratisation de l'enseignement secondaire, la publication assistée par ordinateur et Internet modifie de façon définitive l'accession à la production et à la publication littéraire. Désormais, devenir auteur est à la portée de tous, et c'est plutôt sur les réseaux sociaux que dans les correspondances postales privées que l'enquête devrait être poursuivie. La contrepartie est évidemment la paupérisation des écrivains obligés de gagner leur vie par d'autres moyens, dévoilés par l'AIR. Elle provoque des trajectoires curieusement semblables à celles décrites par Viala lorsqu'il étudiait la première génération d'écrivains, celle de la seconde moitié du XVIIe siècle, même si les proportions ne sont pas toujours identiques. Beaucoup d'amateurs se lancent en littérature, beaucoup d'auteurs publient dans le cadre de leur profession, les femmes sont mieux représentées, et la renommée nationale et internationale, quoique paraissant hors de portée en raison de l'accroissement de la concurrence, se révèle pourtant parfois dérisoirement facile à atteindre. Présentation des contributions. Les contributions ont été distribuées en fonction des périodes étudiées en trois parties. Avant le XIXe siècle, XIXe siècle, XXe siècle, en réservant deux plus généralistes en guise de conclusion. De l'Antiquité au début du XIXe siècle. L'utilisation de la forme épistolaire, pour donner un tour familier à des propos sérieux, remonte à l'Antiquité et plus précisément aux épîtres d'Horace. En comparant les épîtres, épodes, satires et odes adressées par Horace à trois dédicataires, Dominique Voisin fait ressortir la fonction scénographique de la dédicace dans les épîtres, et son rôle transgénérique dans les autres œuvres, où Horace se livre à des pastiches de genre évoquant la vie ou la profession des dédicataires. Avec Marie-Inès Kaplan, nous sautons d'emblée au siècle des Lumières, intermédiaire entre celui qui a vu la naissance de l'écrivain et celui où s'est développée la correspondance littéraire. Elle s'intéresse à la controverse autour du théâtre qui a opposé Diderot à Madame Riccoboni, actrice et auteure de romans épistolaires à succès, mettant en relation leurs divergences sur la conception de la généricité,
nature et hiérarchie des genres littéraires, avec le gender, images et rôles sociaux attribués à chaque sexe. Héros de l'indépendance grecque, Adamans Corré a vécu à Paris dans les cercles encyclopédistes et consacré sa vie à répandre l'esprit des Lumières dans son pays sous domination turque. Nicolaos Mavrelo présente certaines de ses lettres dans lesquelles il met au service de ses théories politiques et éducatives des moyens stylistiques dignes du postmodernisme. 19e siècle. Gleia Maatala renouvelle l'approche de la plus archétypale des correspondances d'auteurs, celle d'Honoré de Balzac, en mettant en parallèle ses lettres et celles de ses personnages. Deux mouvements symétriques se dessinent, celui du réinvestissement de la biographie dans l'œuvre, et celui du combat de l'homme pour la reconnaissance des droits de la profession littéraire. Thierry Poyet analyse une autre correspondance emblématique, celle de Flaubert. Il retrace les efforts de ce dernier pour s'affranchir aussi bien du récit que de l'expérience personnelle. Attiré par le modèle scientifique mais échappant à ses dérives positivistes, Flaubert n'a de cesse de rappeler que le romancier fait partie du monde qu'il tente de comprendre. Historienne du théâtre, Marie-Pierre Routering nous révèle un côté peu connu de l'œuvre de Zola. Les adaptations théâtrales de ses romans, qui ont donné lieu à une correspondance nourrie. Elle ouvre des perspectives sur les stratégies des écrivains polygraphes, au moment où le théâtre est en passe d'être détrôné par le roman, comme genre littéraire dominant. La réussite et la longévité littéraire de Gautier ne transparaissent guère à travers sa correspondance. Catherine Thomas-Ripaud nous le peint plus accablé que flatté de la place qui est la sienne dans le monde des arts, car il en connaît le prix, les galères de la copie perpétuelle et le clientélisme importun. Pose ou expression d'une réelle souffrance. La correspondance de Huysmans et du poète belge Théo Hanon pendant la bataille naturaliste fourmille d'informations sur les rapports de force entre sous-territoires littéraires. Jean-Marie Seillant montre que l'amalgame des genres n'est qu'une tactique parmi d'autres à laquelle Huysmans renonce dès qu'il se préoccupe de trouver sa voie propre en écrivant à rebours. Frédéric Marot parcourt les lettres de Barbey d'Aurevilly à Trébucien, à la recherche des prémices de la théorie du roman catholique. Barbey y teste sur son ami des arguments qui prendront forme dans la préface d'une vieille maîtresse, laquelle fut d'abord publiée dans Le Réveil sous forme d'une lettre ouverte, ce qui confirme l'affinité entre épitexte et péritexte. La correspondance d'exil de Jules Vallès avec Arthur Arnoux et Hector Malot étudiée par Thierry Bray révèle que le personnage de Jacques Vintras a d'abord été, sous le nom de Jacques Brillat, l'un des héros d'une pièce historique à grand spectacle que Vallès voulait consacrer à la Commune. Le choix du cycle romanesque, plus réaliste, signe le renoncement de Vallès à son idéal révolutionnaire. 20e siècle. Proust est considéré comme le plus grand romancier de la première moitié du XXe siècle. Françoise Le Riche explique pourquoi la correspondance lui sert surtout à défendre la partie publiée de son œuvre. Ayant conçu d'emblée le temps retrouvé, comme une préface mise à la fin, il a dû convaincre les critiques de patienter surtout au moment de la sortie du premier tome, du côté de chez Swann, attaqué par Henri Guéon, de la NRF, dont il retourne habilement l'argumentaire. Vercors est le nom de maquis et de plume de Jean Brulaire, dont l'œuvre la plus connue est Le silence de la mer, 1942. Nathalie Gibert-Joly suit à travers la correspondance échangée avec ses amis écrivains et artistes, sa reconversion du dessin à l'écriture, puis son exploration de différents genres, nouvelles, romans, théâtre, contes, au service de son engagement éthique et politique. L'échange épistolaire entre Pierre Louys et Paul Valéry fut particulièrement intense en 1916 à 1917. Ce compagnonnage permit aux deux hommes qui avaient renoncé au métier des lettres depuis des années, de retrouver l'envie de publier. Fabienne Merel décrit la montée puis le déclin de la création partagée, et les détournements virtuoses du genre épistolaire qui les accompagnent. L'épistolarité joue un rôle majeur dans la poétique de Vincenzo Cardarelli, 1887 à 1959, un des représentants de la prose d'art en Italie. Caroline Zecchi rapproche sous la notion d'autobiographisme épistolaire ses Lettere non spedite, 1946, sa copieuse correspondance personnelle, plus de 1108 lettres, et ses poèmes à scénographie épistolaire. La correspondance de Samuel Beckett tourne autour de la même thématique que son œuvre, l'impossibilité de communiquer. Anastasia Deligiani s'appuie sur elle pour mettre en relation le moteur paradoxal de la création beckettienne
et la position de Beckett à l'égard des genres littéraires qu'il détourne et transpose d'un médium à l'autre au service de l'anti-autoreprésentation. Mokhtar El-Mawal étudie le pacte épistolaire commun au même livre d'Abdelkébir Katibi et Jacques Hassoun, 1985, et aux Lettres parisiennes, Autopsie de l'exil de Leila Sebar et Nancy Huston, 1986. Conversation écrite. L'échange programmé par des épistoliers représentant des points de vue divergents autour d'un thème s'arrête lorsque le débat leur paraît devoir être clos. Conclusion. Se fondant sur deux cas, celui de Zola demandant l'aide de Céard pour décrire les marques de la variole dans Nana, et celui de Magritte discutant avec son commanditaire Tortschiner de ce qui deviendra le château des Pyrénées, Alain Pagès remarque qu'à la différence du co-auteur, le collaborateur ne participe pas directement à la création, mais sait l'accompagner sans la brimer. La psychologie du travail a étendu les notions de genre et de style à tous les types de travail humain. Nicole Biagioli les restitue au travail littéraire, faisant de la correspondance d'auteur le lieu de l'apprentissage du métier, de l'émergence de l'identité littéraire, et des controverses professionnelles indispensables à la structuration et à l'évolution du champ et des personnalités. Bibliographie. Bourdieu-Pierre, Les règles de l'art, Genèse et structure du champ littéraire, Paris, Éditions du Seuil, 1992. Charodeau-Patrick, Minguenot-Dominique, Dictionnaire d'analyse du discours, Paris, Éditions du Seuil, 2002. Cloïve, La fonction psychologique du travail, Paris, PUF, 1999. Diaz-Brigitte, L'épistolaire ou la pensée nomade, Forme et fonction de la correspondance dans quelques parcours d'écrivains au XIXe siècle, Paris, PUF, 2002. Genette-Gérard, Seuil, Paris, Édition du Seuil. Essai, 2002. KERBRATORECCHIONI Catherine, Les interactions verbales, Paris, Armand Collin, Linguistique, 1990. Lahire Bernard, La condition littéraire, La double vie des écrivains, Paris, La Découverte, 2006. Lahire Bernard, L'homme pluriel, Les ressorts de l'action, Paris, Fayard, pluriel, 2011. Viala Alain, Naissance de l'écrivain, Paris, Édition de Minuit, Le sens commun, 1985. Vygotsky Lev Semenovitch, Pensée et langage, 3e édition, trad. Françoise Sève, Paris, La dispute, 1997. De l'Antiquité au début du XIXe siècle. La dédicace horacienne, obéit-elle aux lois du genre épistolaire? Étude comparée des dédicaces dans les épodes, les satires, les odes et les épîtres. Dominique Voisin. Université Nice Sophia Antipolis, c'est elle. Avant d'aborder la question précise de la dédicace horacienne, je ferai quelques remarques sur la mention de personnalités contemporaines dans les œuvres des poètes latins augustéens. Tous se sont livrés à cette pratique à des degrés divers. 5 nominations chez l'élégiaque Tibulle, 20 chez son rival Properce. Les minces fragments de l'élégiaque Cornelius Gallus laissent entrevoir les noms de personnages aussi divers que l'impérator César, Auguste, le chevalier Viscus et le grammaticus Valerius Caton. Dans les vestiges des épigrammes de Domitius Marsus apparaissent 7 noms. Virgile mentionne 12 personnalités, Ovide en cite jusqu'à 55, essentiellement dans les œuvres de la relégation, C', est encore loin des 86 personnages qui peuplent l'œuvre d'Horace. Ces mentions de personnalités contemporaines n'ont pas seulement une fonction sociale ou politique, elles ont aussi une fonction littéraire. En effet, comme les lecteurs d'alors forment essentiellement une élite de docti, de lettrés capables de saisir l'ambiguïté du langage poétique, c'est aux yeux d'un tel public que se trouvent valorisés les hommes influents célébrés par les écrivains. Ceux-ci ne proposent pas un portrait univoque de leur dédicataire immortalisé en chef de guerre prestigieux ou en garant des valeurs civiques, mais utilisent l'image connue de telle ou telle personnalité pour orienter l'interprétation de leurs lecteurs anonymes et pour signifier la qualité de leurs œuvres. Ils justifient l'intérêt de leurs ouvrages, en particulier lorsqu'il s'agit de poésie légère apparemment sans utilité publique, en indiquant qu'ils écrivent sur les injonctions pressantes d'un noble amateur. Il est plus honorable en effet pour un écrivain romain, de paraître écrire sous la contrainte, ou plutôt d'être instamment sollicité, que de quémander un suffrage pour une œuvre déjà produite, comme le font les poètes grecs. Un dédicataire récurrent, comme Messala chez Tibulle, devient un motif totalement intégré au projet poétique de l'écrivain et obéissant aux règles du genre choisi.
L'absence de dédicace précise dans la poésie érotique d'Ovide révèle qu'il a conscience de s'adresser à un vaste public anonyme cultivé. À l'inverse, les multiples mentions d'Horace définissent une poésie raffinée destinée à une élite de lettrés, hors de toute distinction politique. Pour mieux cerner la fonction de la dédicace horacienne dans le genre littéraire de l'épître, je présenterai tout d'abord les définitions qu'Horace propose des 4 genres qu'il a abordés entre 42 et 8 avant Jésus-Christ. Je dresserai ensuite un bilan quantitatif des dédicaces à des personnages réels faites par le poète dans l'ensemble de ses œuvres en indiquant sommairement selon quels critères je l'ai établi. Enfin, je m'attacherai plus particulièrement au cas où le destinataire apparaît dans 2 ou plusieurs genres distincts, afin de déterminer si son identité est transgénérique, si le genre la transforme à son image, ou si la permanence d'un même dédicataire ouvre un dialogue fructueux entre les genres. Ce dernier point pourrait contribuer à définir l'originalité de l'épître poétique horacienne et sa parenté avec l'Ode. Définition des genres. Avant tout, Horace oppose la véritable poésie, celle des accent aigu-podes et des odes, seul Carmen, aux phrases voisines de la conversation qui se contentent de remplir la mesure du vers, celle des satires et des épîtres. L'ode et l'épode se distinguent ensuite l'une de l'autre par leur rythme, leur tonalité et leur sujet. À l'âpreté et à la vivacité des iambes vengeurs imités d'Archiloque s'opposent les doux chants, les chœurs légers, le souffle délicat de la lyre badine aux rythmes éoliens inspirés d'Anacréon, de Sappho et d'Alcée. Satire et épître, ces humbles entretiens en hexamètre dont le but est moral, diffèrent entre elles surtout par leur tonalité, les premières se signalant, comme les accent aigu-podes, par leur âpreté et leur vivacité. Cette quadruple distinction se trouve-t-elle soulignée par un usage spécifique des dédicaces ? Le bilan suivant permet d'apporter quelques précisions. Bilan quantitatif des dédicaces chez Horace. 86 personnalités dont l'existence historique paraît attestée figurent dans l'œuvre d'Horace. Je me suis efforcé d'identifier ces personnalités, confère annexe, ce qui ne se fait pas sans difficulté, étant donné l'homonymie des cognomina désignant des personnes différentes ou la multiplicité des appellations pour nommer une même personne. Si l'on calcule la représentation respective des différentes classes d'individus mentionnées dans le genre humilis des sermones, satires et épîtres, ou dans le genre lyrique plus raffiné des odes, on observe un pourcentage quasi identique et majoritaire de lettrés, preuve qu'Horace, quel que soit le genre, s'adresse toujours en priorité à cette élite. En revanche, les nobiles sont mieux représentés dans les odes aristocratiques, tandis que les personnes de statut inconnu, dont on peut supposer qu'elles demeurent ainsi faute d'une quelconque titulature, sont en plus grand nombre dans les humbles sermones. Dans les limites d'une étude consacrée à l'épistolarité, je me suis ensuite intéressé seulement aux dédicaces proprement dites. La personne est directement interpellée dans un poème qui lui est apparemment destiné, ainsi le général Agrippa dans l'Ode 1-4, et non aux dédicaces implicites. Sans être interpellée, la personne est nommée dès le début du poème et sa présence est indispensable. C'est le cas précisément du poète Varius dans cette même ode. J'ai laissé également de côté les simples citations dans un texte dédié à un autre, citations qui sont pourtant autant de marques d'honneur. Telles dans l'épître 2, les citations élogieuses de Varius et de Virgile dans un poème dédié à Auguste, protecteur éclairé des bons poètes, ont été présentées à part tous les pseudonymes grecs servant à qualifier des types humains, en particulier les éromènes et autres voluptueuses amies du poète. Je n'ai pas non plus retenu la valeur honorifique de ces dédicaces. Certaines, en effet, sont plus glorieuses que d'autres. Les plus prestigieuses sont celles qui, placées en début ou en fin de recueil, dédient l'ensemble de l'ouvrage à l'heureux destinataire. Le futur marié et futur consul Paulus Fabius Maximus se voit ainsi honoré de l'ode inaugurale du livre 4, nouveau manifeste du lyrisme érotique auquel Horace avait publiquement renoncé dans les épîtres. Remarquables encore sont celles qui offrent une présentation personnalisée du dédicataire dont sont décrits les goûts, les occupations, les traits de caractère. Je pense bien sûr à Mécène. De moindre importance et quasi comparables à de simples mentions sont les interpellations au vocatif, telles le Beat Sechti au vers 14 de l'Ode I-4, qui invite à cueillir les plaisirs éphémères du printemps menacés par la palmore. Le rôle essentiel de ce vocatif est de donner la date de publication du recueil formé par les 3 premiers livres des Odes,
Cestius étant l'un des consuls de l'année 23 AV. J.C. Il n'est pas surprenant de constater que 22 épîtres sur 23 respectent le code du genre épistolaire et ont un destinataire, ce qui n'est pas le cas des autres recueils. Mais la dernière épître du livre 1, adressée par Horace à son propre livre, confirme le caractère littéraire de ces poèmes qui ne relèvent donc pas de la correspondance réelle. D'ailleurs, Horace ne cherche pas à créer chez son lecteur l'illusion de la vraisemblance réaliste. Par exemple, il demande à Florus de lui répondre dans l'épître 1, 3, 30. Mais dans la seconde épître dédiée à ce même Florus, 2, 22, il déclare au contraire que c'est lui-même qui n'a pas répondu à Florus. La parenté des satyres et des épîtres à ras de terre se trouve une nouvelle fois soulignée par la présence de destinataires esclaves dans les deux genres, tandis que l'existence de destinataires fictifs conforte le caractère ludique commun aux accent-aigu-pod et aux odes. Mais, de manière surprenante, c'est l'affinité entre odes et épîtres qui est attestée par les proportions quasi identiques des membres de la nobilita ou de la classe sénatoriale d'une part, et des membres de l'ordre équestre d'autre part, comme si les épîtres partageaient avec les odes le privilège d'être un genre aristocratique. Quoique Horace ait lui-même défini l'opposition entre les 3 premiers livres des odes publiés en 23, et le premier livre des épîtres paru en 20 dans son épître inaugurale, aujourd'hui donc je laisse là les vers et tous les jeux futiles. Qu'est-ce que le vrai, qu'est-ce que le bien moral ? Voilà ce qui m'inquiète, le accent aigu P. I1, 10 à 11. Il a poursuivi conjointement avec ses épîtres la rédaction du 4e livre des Odes. Dans la seconde épître à Florus, Horace s'excuse de n'avoir pas répondu par une ode. Vient étayer cette affinité le fait que seuls les odes et les épîtres ont plusieurs destinataires communs, les écrivains Albius Tibulus et Aristius Fuscus, l'orateur Manius Torquatus Acidinus, le sénateur Quinctius Hirpinus, le dénommé Icius, Auguste enfin et Mécène. Le cas de ce dernier est particulier. La présence du seul Mécène dans les 4 genres horaciens s'explique par sa fonction première. Placé en tête des différents recueils et associé à l'annonce de leur clôture, il sert de esphragie, sceau, signature, à l'œuvre du poète. Il semble donc essentiel d'examiner plus en détail ces dédicaces à des personnalités transgénériques. Obéissent-elles aux lois de leur genre respectif ? De fait, le poème lyrique repose sur la fiction que l'ode est parlée ou chantée directement à la personne apostrophée. Ce monologue exprime un instant éphémère que partage dans le même espace le seul auditoire du poète. En revanche, le destinataire de l'épître est dans un autre espace que son correspondant. La lettre est un dialogue qui tente de pallier l'impossibilité présente de toute conversation et en cela essentiellement, elle diffère de la satire. Mais sa temporalité est paradoxale. Si l'instant présent de la production devient passé du seul fait qu'il est transmis par l'écriture, les sentiments de l'écrivain semblent surpris et réactualisés à l'instant présent de la lecture. J'examinerai comment Horace utilise, varie, modifie ses conventions en prenant 3 exemples significatifs de paires de poèmes. L'Ode 1, 33 et l'Épître 1, 4 adressés au chevalier élégiaque Albius Tibulus, l'Ode 1, 29 et l'Épître 1, 12 adressés à un certain Icius, enfin l'Épître 1, 5 et l'Ode 4, 7 adressés au noble orateur Manius Torquatus Acidinus. Quelques exemples de destinataires transgénériques. Les dédicaces à Tibulle. L'Ode 1, 33 est une exhortation que le lyrique Horace fait à l'élégiaque Tibulle. La première strophe définit le genre élégiaque fondé sur le rythme plaintif et monocorde du distique, et sur le topo de l'impossible pérennité de l'amour. Elle souligne malicieusement l'absurdité du poète élégiaque, tourné vers le passé alors que le temps passe, mais mort fait écho à Junior en fin de vers, et séduit par une chimère, l'alliance éternelle de la beauté physique et morale en un seul individu, chimère que dénonce entre autres l'oxymore étymologique Imitis Glycera. Dans les 3 strophes suivantes, Horace en maîtresse amour et poésie amoureuse, illustre par une série de jeux de mots et de tropes inattendus la loi universelle du changement et de l'incohérence que Vénus impose à tous, hommes, animaux, fleuves, mers et montagnes, et même, chose plus surprenante, aux lyriques lucides. Ce faisant, à l'inverse de l'élégiaque, Horace crée l'unité du fond et de la forme, l'ode plaisante et variée s'accordant au jeu cruel qu'elle dénonce. Si l'Ode 1, 23 obéit aux conventions lyriques du monologue et de l'expression des sentiments partagés, elle est aussi leçon de philosophie morale et d'esthétique. Qu'en est-il de l'Épître 1, 4 ? La trame de l'Épître est conforme au genre.
Elle rappelle les conversations passées. Albius Tibulus, ayant été un auditeur critique des satires horaciennes, propose une visite future et entre-temps s'enquiert du présent sur le mode interrogatif. Mais l'attaque du poème par le vocatif albi, le jeu de mots sur le nom propre, albi, candide, nomen omen, l'exhortation à l'impératif et l'autoportrait humoristique final rappellent manifestement l'Ode 1.33 et invitent à une confrontation des deux poèmes. De fait, l'épistolier dresse un nouveau portrait de l'élégiaque en sage philosophe retiré à la campagne lointaine, dont la vie est consacrée à l'écriture et à la pensée, comme si Tibulle, obéissant aux injonctions précédentes d'Horace, avait abandonné la ville et l'insatisfaction élégiaque pour, du moins le croit-il, les bois salutaires et la philosophie. Mais ce portrait apparemment élogieux est dégradé par la métamorphose de Tibulle en serpent solitaire dans les forêts obscures et sauvages, et par le rejet dans le passé de tous les dons qu'il réunissait en lui, dons du cœur, de l'esprit, du corps et de la fortune, réalisant ainsi l'harmonie impossible de l'ode précédent. Et l'épistolier de corriger abruptement cet excès inverse du faux sage qui fuit la vie, en plongeant son destinataire dans les émotions irrationnelles auxquelles on ne peut échapper, et que seule la certitude de la mort permet d'accepter sereinement. L'autoportrait d'Horace en cochon épicurien au poil éclatant, en animal philosophe, personnifie cette sagesse véritable et joyeuse qui allie les plaisirs du corps et de l'esprit et sait composer avec les faiblesses humaines. La leçon de l'épître est certes morale, mais elle emprunte à l'ode sa légèreté et son expressivité émotionnelle. Les dédicaces à Icius. En 1.29, l'ode, habituellement monodie, amorce un dialogue où les questions demeurent sans réponse, comme si Icius, perdu par l'appât du gain, s'était déjà éloigné d'Horace, ou du moins de la sagesse horacienne qui ne place pas le bonheur dans la richesse. Certes, le poète saisit Icius à un moment crucial, entre deux extrêmes, prêt à faire une guerre de butin, à passer de Rome à l'Orient, à bouleverser le juste destin d'une jeune fiancée barbare et d'un jeune prince guerrier, lui qui vivait dans les livres et la philosophie contemplative. Pourtant l'ode n'est pas figée dans l'instant ni dans l'espace puisqu'on observe un début de réalisation depuis l'intention exprimée par le verbe inuide, tu convoites, jusqu'au présent actualisé de nectis, tu enchaînes, et que sont présentés les futurs résultats négatifs de la campagne. L'asservissement des jeunes barbares transportés de l'Orient à Rome, victimes eux aussi des riches trésors de leur nation qui ont excité la convoitise romaine. Horace compare même le bouleversement moral induit par la conduite d'Icius à un bouleversement universel de l'ordre naturel. L'Ode I, 29 combine ainsi le questionnement socratique qu'on attendrait dans une épître avec l'expression exclamative de potentialités universelles. L'épître 1, 12, à l'inverse de l'Ode qui présentait un Icius en mouvement, passant virtuellement d'un extrême à l'autre, sur le plan moral comme sur le plan géographique, installe durablement son destinataire dans la médiocrité et la réalité concrète. Médiocrité du lieu géographique, ni à Rome ni en Orient, mais en Sicile, médiocrité de la situation financière, ni pauvre, ni riche, mais intendant usufruitier des propriétés rurales du grand maréchal de guerre Agrippa. Icius aurait-il écouté les remontrances lyriques ? Non, ou du moins, incomplètement puisqu'Horace qui se conforme à la tradition épistolière, à la fois répond aux plaintes de son ami et lui donne des nouvelles de Rome et du monde. Mais le poète ne soutient pas complètement la fiction du dialogue. En effet, cette épître se présente également comme un monologue commentant la situation d'Icius qui apparemment ne sait pas jouir de sa médiocrité. Horace pastiche le « Retiens tes plaintes » de la diatribe lucrétienne de la nature qui réprimande l'homme qui se croit propriétaire et non usufruitier de la vie. Puis il propose à Icius un portrait idéal de lui-même, un Icius tel qu'il devrait apparaître à ses propres yeux, dans une campagne propice au vrai bonheur. Un être sachant user des biens matériels nécessaires qui sont à sa disposition, un esprit sachant s'élever au-dessus des préoccupations matérielles et comprendre les mystères de l'ordre du cosmos, un homme sachant le prix de l'amitié. De plus, par l'entremise de Pompeius Grauphus son hôte futur, et grâce au couplet final de l'ami épistolier, c'est Rome et les confins de l'Occident et de l'Orient qui viennent trouver Icius au fond de sa Sicile, un Occident et un Orient pacifiés bien sûr au nom du droit et non par appât du gain. Finalement, à la situation initiale toute prosaïque d'Icius qui, en tant qu'individu, tire un juste profit de ses récoltes dont Jupiter garantit l'abondance nécessaire, fait écho le symbole final de la corne d'abondance et du nouvel âge d'or qui règne en Italie.
Cette métamorphose d'Hicius et de sa situation repose en grande partie sur un jeu subtil de répétition de termes qui, pris d'abord au sens propre, sont ensuite utilisés au sens figuré. Si le moraliste a pu faire passer Hicius des préoccupations matérielles individuelles, à l'étude du cosmos, aux joies honnêtes de l'amitié, à la contemplation d'un monde en paix, c'est grâce à l'élévation du langage poétique qui invite à passer du sens dénotatif au sens connotatif ou figuré. L'art poétique devient propédeutique à la sagesse. Hicius lisant devient progressivement l'Hicius idéal de son portrait, abolissant ainsi le décalage temporel entre le moment de l'écriture et celui de la lecture propre au genre de l'épître. Ainsi, l'Ode et l'Épître, empruntant l'une à l'autre certaines de leurs modalités, constituent un duo où le poète se livre au jeu des questions et des réponses, projetant d'abord l'image d'un philosophe en déroute puis construisant le portrait d'un philosophe sans le savoir. Les dédicaces à Torquatus. Dans ce dernier exemple, l'épître est antérieure à l'Ode. L'épître 1-5, du moins pour les 11 vers initiaux et les 11 vers finaux, prend la forme conventionnelle d'une invitation à dîner appelant une réponse précise du destinataire. Cependant, Torquatus, le riche avocat de haute naissance, est également invité à partager le genre de vie d'Horace, genre de vie qui relève simultanément de la philosophie et de la poésie. Les légumes, la vaisselle modeste mais bien polie, le vin recherché sans être un cru à la mode, le moment choisi, la conversation entre les convives ont un double sens symbolique. Ils représentent une sagesse fondée d'un côté sur le mépris des richesses et des passions qu'elles entraînent, de l'autre sur la sincérité, la loyauté et l'égalité. Ils représentent également une poésie de l'otium raffiné sous son apparente simplicité, détail significatif. Horace utilise un adjectif identique pour désigner sa vaisselle munda et son livre mundus, accent aigu P1, 22. De même, le plateau et le cratère miroitant au point de refléter le visage des convives signifient l'élégante poésie horacienne qui révèle ses lecteurs à eux-mêmes. Pour attirer Torquatus, Horace habilement reprend des vocables juridiques familiers à l'orateur qu'il détourne à plusieurs reprises de leur sens technique, pour les réutiliser dans le champ conceptuel de l'invitation et du banquet. Au centre de l'épître, 9 vers offrent, sous la forme d'une triple interrogation rhétorique, un monologue lyrico-philosophique qui combine une réflexion générale sur l'aptitude épicurienne à profiter de l'instant et un éloge du vin et de l'ivresse. Ce type de discours appartient proprement au moment du connubium que l'épître anticipe et actualise, abolissant l'éloignement spatial et temporel induit par le genre épistolaire. Grâce à la polysémie du verbe disignar briser un cachet, faire quelque chose de remarquable, organiser des pompes funèbres, ou du substantif umbrae, invité d'un invité, ou ombre funèbre, il n'y manque pas l'allusion à la mort qui invite à jouir de la vie. Voir le vin ou la poésie d'Horace, c'est en quelque sorte, s'imbiber d'une sagesse épicurienne mise en bouteille avec art. Ces 9 vers constituent donc une ode bachique en hexamètre. Préparée par la personnification du vin aux vers 3 et 6, l'allégorie de l'ivresse, invention d'Horace, repose sur une imitation du Carmen 27 de Catulle, imitation qui inscrit à nouveau l'épître dans le genre lyrique. L'Ode 4, 7 est une vaste méditation sur la fragile condition humaine au sein de l'éternité du temps et de l'espace en perpétuel renouvellement. Torquatus n'est interpellé qu'au 23e vers d'un poème qui en compte 28, pour souligner à titre d'exemple, la précarité d'une existence individuelle sub specie aeternitatis. Les parentés lexicales et thématiques nombreuses dans l'épître et dans l'Ode mettent en valeur le changement de point de vue. Je n'en citerai qu'une. La mention de la facundia de Torquatus explique rétroactivement le jeu de mots étymologique de l'épître fecundi calis quem non fecere disertum au moment cruel où cette éloquence devient inutile. Tout l'optimisme, toute la joie de vivre, tout l'humour de l'épître semble condensé dans les vers 19 à 20 de l'Ode. En revanche, celle-ci développe ce qui n'était qu'allusif dans l'éloge bachique précédent, l'inéluctabilité de la mort. L'Ode est ainsi une expansion lucide de l'épître, et rend encore plus pressante l'invitation épicurienne de cette dernière. Cette étude de 3 couples de poèmes nous a permis de constater que les odes déploient volontiers de vastes perspectives spatiales et temporelles. Lois universelles du changement dans les rapports humains, renouvellement perpétuel de la nature, inéluctabilité du sort des mortels. Les épîtres en revanche demeurent le plus souvent dans les limites des réalités quotidiennes et individuelles. Cependant,
Odes et épîtres échangent souvent leurs modalités d'expression respectives et proposent l'une comme l'autre une morale et des poétiques. Une morale commune d'abord, celle de la poésie épicurienne, de la Mediocritas aurea, du lac biwsaj. Chacun des dédicataires incarne une erreur humaine qui fait obstacle au genre de vie prôné par le sage poète. Démesure dans les relations avec autrui, insatisfaction, incapacité à vivre pour soi. Des poétiques ensuite. L'Ode 1:33 défend et illustre la véritable poésie amoureuse, celle qu'exprime le lyrisme varié créé par Horace, à l'opposé de l'élégie monocorde. L'Épître 1:5 définit l'écriture épistolaire, brillante et raffinée sous une simplicité apparente. Ces poétiques ont en commun de relever de l'otium privé et de viser l'adaptation parfaite du fond et de la forme. Seuls les rythmes variés du lyrisme éolien ont le pouvoir d'exprimer la changeante réalité. Pour inviter des lettrés aux plaisirs épicuriens, rien ne convient mieux que l'élégance naturelle des épîtres. Ce rapprochement concerté entre les deux genres donne à penser que les épîtres sont peut-être une variante plus développée, devenue autonome, du lyrisme horacien ondoyant et divers. Bibliographie. Putnam Michael C.J., Horace and Tibullus Classical Philology 67 2 1972. Putnam Michael C.J., From Lyric to Letter, Issues in Horace Ode 29 and Epistles I 12, Arethusa 28 1995. Putnam Michael C.J., Horace to Torquatus, Epistle 1.5 and Ode 4.7, American Journal of Philology 127 2006. S.Y.M. Ronald, La Révolution romaine, traduction de R. Stuvra, Paris Gallimard, 1967. S.Y.M. Ronald, History in Ovid, Oxford, Oxford University Press 1978. S.Y.M. Ronald, The Augustan Aristocracy, Oxford, Oxford University Press 1986. White Peter Promised Verse. Poets in a Society of Augustan Rome, Cambridge, Harvard University Press 1993. Annexe. La correspondance de Madame Riccoboni et Diderot sur le théâtre, la généricité et le gender. Mareines S. Kaplan. University of North Texas. Marie-Jeanne Riccoboni, 1713 à 1792, actrice puis femme de lettres française très populaire au XVIIIe siècle et de plus en plus connue des lecteurs modernes surtout à cause de ses romans épistolaires, a correspondu avec plusieurs hommes fameux de son époque, comme l'acteur anglais David Garrick, son compatriote le philosophe David Hume et Laclos, auteur des Liaisons dangereuses. L'objet de notre étude sera son échange épistolaire avec Denis Diderot sur le théâtre, qui a eu lieu à la fin de 1758 à l'occasion de la parution de la pièce de Diderot Le père de famille. Il s'agit d'une lettre courte de la part de Madame Riccoboni datée de samedi le 18 novembre 1758, et d'une très longue réponse de Diderot envoyée le mois suivant, où les deux correspondants discutent de la nature du théâtre et du rôle des acteurs dans les pièces, celui-ci offrant sa perspective plutôt théorique de dramaturge, celle-là par contre soutenant son point de vue pratique d'actrice. Des échanges épistolaires ultérieurs existent entre les deux, mais nulle part un genre littéraire n'est discuté en tant de détails qu'ici. Il est intéressant de noter également que, tandis que l'on a déjà étudié la réponse de Diderot à Madame Riccoboni, la lettre de celle-ci, qui paraît dans les œuvres complètes de Diderot depuis au moins 1877, n'a, presque pas attiré l'attention des chercheurs. Cela n'aurait pas surpris Madame Riccoboni sans doute, car cette attitude anti-féministe, elle y a été confrontée et dans ses deux carrières et dans son œuvre. 250 ans plus tard, cette correspondance, et surtout la lettre de Madame Riccoboni à Diderot. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.